a 7 banques centrales qui décident de baisser leurs taux en même temps. Donc, autre nouvelle extrêmement positive. Donc, première nouvelle, 700 milliards de dollars. Deuxième nouvelle, les banques centrales qui décident. Deux nouvelles très positives. Et quand je vous parle de la psychologie, c'est quoi? C'est que quand vous avez une nouvelle très positive et que le marché ne monte pas, c'est que c'est très baissier. Et qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est passé, juste pour info, de 11 500 à 7 500 au plus bas. Très rapidement, hein, c'est quasiment même pas un mois. D'accord? Et donc, effectivement, 700 milliards de dollars, baisse des taux, 7 banques centrales et le marché qui perd 35%. Ça veut tout dire. Et ça vous montre encore une fois la puissance de la psychologie. Là, c'était un phénomène uniquement psychologique. Panique, peur et les opérateurs qui n'ont pas cru dans les décisions de Paulson et de Bush, les opérateurs qui n'ont pas cru dans la décision des banques centrales. Et alors là, et c'est le plus important pour nous, les indicateurs techniques en hebdomadaire, est-ce qu'ils étaient acheteurs? Je vous pose la question. Le RSI, vendeur. Le stochastique. Et pourquoi je vous dis ça? Non, mais c'est extrêmement important. Parce qu'on voit comment cette analyse, c'est-à-dire pas besoin de sortir de Polytechnique. C'est très simple. D'accord? Même un enfant de 5 ans, on lui dit, voilà, c'est vendeur en dessous, c'est incroyable, mais vrai. Mais le plus dur, c'est d'y croire. C'est-à-dire que quand on voit la Banque centrale, quand on voit Paulson 700 milliards, c'est difficile pour nous de nous dire, bon, on ne va pas aller contre le marché. Et pourtant, on avait des nouvelles très positives, mais des indicateurs très négatifs. Et on est bien d'accord que dans ce contexte, quand vous avez des indicateurs techniques qui sont aussi vendeurs, on n'achète certainement pas. D'accord? Et là, la configuration, elle était extrêmement claire. Et je reviens ici sur les indicateurs sur une base jour. Ils étaient comment? Ils étaient également vendeurs. RSI vendeur, stochastique vendeur, au tout début. Vous voyez ici, 11 500. Là, c'est la décision de Paulson et de Bush d'acheter. On a un retournement, puis on a un rebond, et puis effectivement, le marché qui s'effondre. Et là, c'est la décision effectivement de baisser les taux d'intérêt. Donc, on a une hausse, c'est logique, et puis un effondrement. Et donc, ça, encore une fois, ça vous prouve l'importance d'avoir une analyse neutre et de combiner, et donc là, c'est l'objet du grand 2, de combiner indicateurs techniques et psychologie des foules. C'est-à-dire que si effectivement, vous n'analysez pas ce que pensent les opérateurs, ce qui est écrit dans les journaux, pour moi, c'est une erreur. C'est bien de sentir ce que fait le marché. C'est très, très bien. Et parce que quand tout le monde dit la même chose, c'est là où on a les mouvements les plus explosifs. Quand vous avez les meilleurs experts, entre guillemets, hein, je dis bien les meilleurs experts, entre guillemets, les gourous, les personnes les plus reconnues, qui à un certain moment vous disent la même chose. Quand vous avez des nouvelles très positives et que le marché ne réagit pas comme attendu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous regardez les indicateurs techniques, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont acheteurs ou est-ce qu'ils sont vendeurs? Déjà, ça vous donne un élément de réponse. Et ensuite, bien évidemment, il faut savoir travailler tout ça. Donc, ici, je vais passer en revue donc, comment combiner efficacement psychologie et des foules et indicateurs techniques. Je bois rapidement quelque chose. Hop là. Alors, comment combiner efficacement psychologie des foules et indicateurs techniques? Alors, l'idée ici, c'est de passer en revue plusieurs cas d'école qui vous permettront de mieux comprendre l'importance de combiner la psychologie et des foules aux indicateurs techniques. Premier conseil, je pense que c'est très important. Il y a, je ne sais combien, alors je sais que personne n'osera me le dire, mais je ne sais combien de personnes qui lisent certaines revues qui, depuis 2009, nous disent le marché va se casser la gueule, c'est la fin, c'est impossible, les États ne vont pas tenir, les États ne pourront pas financer, etc., etc. C'est la fin de l'euro, c'est la fin de tout. Depuis 2009, d'accord? Que ce soit sur l'euro, que ce soit sur l'indice. Et chaque mois, donc on reçoit les newsletters, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Et donc, le premier concept, c'est déjà, il ne faut jamais croire au gourou. C'est quoi un gourou? C'est quelqu'un qui est très connu. Il peut être compétent ou pas. Ça peut être un professeur d'université, ça peut être même un trader comme George Soros, ça peut être un président de la Fed. D'accord? Pour moi, un gourou, c'est vraiment large.
Donc une personne qui est quand même connue et respectée dans son domaine et qui est très médiatisée. Important, la médiatisation. Très, très médiatisée. Donc pourquoi médiatisée? Parce qu'elle est suivie. Parce que les personnes vont écouter ce qu'elle va dire, cette personne. Donc ça, c'est très important. Donc, ne jamais croire les gourous. Donc je reviens sur les analyses. Alors j'aurais pu prendre une autre personne, mais sur les analyses d'un monsieur qui est extrêmement connu aux États-Unis, qui est une véritable star. Lorsqu'il donne ses conférences, il les facture des centaines de milliers d'euros. Le gars, il est invité partout dans le monde, on le voit à Davos, on le voit partout. Il a un cabinet d'économie et également il facture ses conseils très très cher. Et donc, c'est intéressant de savoir ce que dit ce monsieur. Comment il analyse les marchés, comment il travaille, et est-ce que sa manière de travailler est bonne ou pas. Donc, je reviens sur les analyses effectuées par Nouriel Roubini en 2009. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce monsieur? Durant le crack de 2008, donc ici, effectivement, le marché baisse. D'accord? On est bien d'accord. Et on est bien d'accord que la tendance, regardez les indicateurs techniques, sont extrêmement vendeurs. Tout le monde est d'accord. Donc, on a le RSI qui est en dessous de la zone de neutralité, on est sous les moyennes mobiles, c'est baissier, on ne peut pas dire que c'est un marché acheteur. Mais surtout, ce monsieur, le marché baisse fortement, et là, on est à 6500 sur le Dow Jones, qu'est-ce qu'il nous écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le marché doit encore baisser de 12%. D'accord? Donc, on est sur un point bas, mais on le verra juste après. Puis, on a une hausse du marché. Donc, on passe de 6500 à 8000. Qu'est-ce qu'écrit Roubini? Donc, on doit être en avril 2009. Et vous pourrez constater que le RSI commence à devenir acheteur. Vous voyez, on est au-dessus de la zone de neutralité. Hein? D'accord? Là, on était sous PAC, point haut, et pour la première fois, on passe acheteur et on est sur les moyennes mobiles. Et qu'est-ce qu'il écrit, Roubini? Cette hausse est insoutenable. On continue. On a le marché qui continue à progresser, donc qui passe effectivement, qui atteint les 9000 et puis qui corrige. Et là, il nous dit, ce n'est pas une simple correction, les marchés vont retester les plus bas du mois de mars. On n'est qu'en 2009. Hein. Regardez le nombre de bêtises qu'il va proférer pendant une seule année. Je continue. Les marchés progressent et ils atteignent 10 000. Donc, on passe de 6 500 à 10 000 sur le Dow Jones. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les actions vont probablement baisser de 10 à 20% très rapidement. Et une analyse très simple, regardez, est-ce que le RSI est sous la zone de neutralité? Là, on a une petite cassure, mais c'est léger. Il est au-dessus de la zone de neutralité de manière très claire en 2009. Il est haussier. D'accord? Le marché est haussier. Et ce monsieur, et pourquoi je vous le dis encore une fois? Parce que pour vous, c'est excellent. C'est-à-dire, premièrement, ça nous permet de dire, voilà, ce grand gourou, il nous dit ça. Que fait le marché? Est-ce que le marché, finalement, il confirme les propos de ce gourou? Ou au contraire, le marché me dit autre chose? Et c'est le marché qui va vous donner l'info. Et là, on voit bien que lui, il nous dit, là, on va baisser de 10-12%. Là, on va retester des points bas. Là, les marchés vont encore baisser de 10 à 20% très rapidement. Bref, il n'arrête pas de vous faire peur et de faire peur. Là, je reprends son analyse en 2012. Crise, le monde en route vers la tempête parfaite. Et il nous explique la tempête de 2013 pourrait être pire qu'en 2008. Il n'a pas arrêté. Vous imaginez, là, je vous ai parlé de 2009. En 2012-2013, il nous ressort la même chose. Et là, récemment, j'ai vu une vidéo où il nous disait la même chose. Ça va se casser la gueule. Depuis 2009, chaque année, il nous dit ça va baisser, ça va baisser. Il aura bien raison un jour ou l'autre. On est bien d'accord. Mais en attendant, non mais c'est incroyable mais vrai. Et le pire, c'est qu'il est toujours, c'est toujours une star. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'une personne qui n'arrête pas de se gourer, hein, il faut le dire, soit autant invitée dans les médias et autant de succès, qui fasse des conférences facturées des centaines de milliers. Je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, d'accord? Mais il n'y a aucune logique, aucune logique. Mais pour nous, ça on s'en fiche à la rigueur, tant mieux pour lui et c'est très bien, d'accord? Mais le plus important pour nous, c'est que ce monsieur, il est quand même suivi, il est écouté. Et que ce monsieur, pour nous, c'est un excellent indicateur. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, regardez les indicateurs. Et alors là, je vais revenir sur effectivement les marchés. Qu'ont fait les marchés? Ils ont explosé à la hausse. Et là, on revient sur son point bas, il était là. Et puis regardez, on est passé de 6500
à 16 000, presque près de 17 000, vous imaginez, sur le Dow Jones. Et que pendant toute cette période, il n'a pas arrêté de nous dire ça va se casser la gueule. Toute cette période. Mais il n'est pas le seul. Et donc, mon premier conseil, je pense qu'il est extrêmement important. Bon, ceux qui sont aguerris en analyse technique le savent, mais ceux qui débutent et qui écoutent ces gourous, problème, et je pense que c'est un excellent conseil, ils ont tendance à les croire. Et il ne faut justement pas les croire. Et je reviens sur mon analyse, mais vraiment rapidement à l'époque. À l'époque, j'avais donné une conférence au Salon de l'analyse technique, mars 2009. Mars 2009, j'ai envie de revenir, et c'est très très important, ça va nous permettre effectivement par la suite de revenir sur cet aspect. Regardez, ici on est en mars 2009, le marché qui baisse, qui dessine un point bas, donc c'est le CAC 40, on a un pessimisme généralisé, donc on vient de parler de Robini, mais le CAC, on est bien d'accord qu'il est toujours vendeur, hein. On est sous la zone de neutralité, et puis bien évidemment, on n'a toujours pas validé, mais on a un début de divergence. Donc moi, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Je n'avais pas dit je suis acheteur agressif, j'ai montré le graphe du pétrole. Et j'avais dit à l'époque, le pétrole est passé acheteur. Regardez, là en journalier. Et effectivement, juste après, on a quand même fortement progressé. Et j'avais mis indicateur avancé de la santé de l'économie qui augure une possible reprise. Point d'interrogation. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on a un premier indicateur. Et le deuxième, c'est le CAC qui nous fait une petite divergence, mais ce n'est pas consistant, ce n'est pas solide. Il faut véritablement une divergence pour pouvoir passer acheteur sur ce marché. Et à la même époque, je donnais un cours, et c'est vraiment marrant parce qu'à des étudiants de Dauphine qui avaient 21 ans, 22 ans maximum, en L3, et je leur ai fait un petit cours sur le RSI. Je leur ai dit, voilà, divergence, la zone de neutralité, ce que je viens de faire avec vous. Mais vraiment un truc très simple. Et je leur ai montré tous les graphes. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes plutôt acheteur ou vendeur? Ils avaient une épreuve à la fin, un examen. Et sur les étudiants, 80% ont répondu que le marché était plutôt acheteur. Mais pourquoi je reviens sur ça? C'est parce qu'à l'époque, 2/3 des experts de Wall Street, et c'est source CNBC, 2/3 des experts de Wall Street étaient vendeurs. Alors que tous les indicateurs commençaient à se retourner. Idem, on a étudié 2000, on avait la même chose, une convention. Tout le monde se disait c'est catastrophique, ça va s'effondrer. Et c'est là où il faut effectivement prendre du recul par rapport à cette pensée dominante, à la psychologie des foules, d'accord? Donc à cette convention qui commençait effectivement à s'essouffler. Donc pour nous, le plus important là, c'est de se dire le marché est en train de se retourner, le marché va probablement effectivement faire quelque chose d'intéressant. Alors le deuxième conseil, et c'est un deuxième conseil qui est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait des années et des années qu'on me dit, mais vraiment, hein, en 2009, alors je vous ai montré un peu mon diagnostic, en 2010 j'étais acheteur, et beaucoup me disaient, mais non, le marché va se casser la gueule. En 2011, j'étais acheteur, beaucoup me disaient, ça va se casser la gueule. En 2012, la même chose, et en 2013, la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2013, comme vous le savez, on avait un consensus vendeur. Pas mal de gourous n'ont cessé de nous répéter que le marché allait s'effondrer, qu'il s'agissait du short du siècle. Et à la TKL, c'était plutôt le lion du siècle. Pourquoi? J'ai envie de revenir sur un point qui est important, c'est beaucoup de gourous jouent sur la peur des gens. D'accord? Pour asseoir leur notoriété, et plusieurs gourous sont d'ailleurs devenus des stars au niveau international, on l'a vu avec Nouriel Roubini. Et donc le fait de faire peur, ça fait vendre. Mais je trouve que cette manière de travailler est dangereuse et cette manière d'opérer est dangereuse. Encore une fois, notre objectif, c'est effectivement de se baser sur le marché. Et là, je reviens, parce que ça, c'était la conférence que j'avais donnée l'année dernière. Je vous invite à la revoir en vidéo sur YouTube. Hein. Elle est également sur le blog. Mais dans cette vidéo, je disais justement, donc c'était l'année dernière, même salle, même conférence, je disais pour l'instant je ne suis pas vendeur, le marché est extrêmement intéressant, il faut continuer à l'acheter. Bien évidemment, on avait déjà beaucoup progressé, mais je n'avais aucun signal vendeur. Et donc ici, j'ai envie de revenir sur les propos tenus en mars 2013. C'est très très important. En mars 2013, on était là. Et à l'époque, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit on est haussier sur les indices tant que le RSI ne casse pas sa zone de neutralité. Comment il était le RSI? On est bien en 2013, tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'il n'y avait aucun signal vendeur. Donc quand on me pose la question l'année dernière, j'avais dit la chose suivante, on a beaucoup progressé, on est sur des plus hauts historiques, mais les marchés sont toujours acheteurs. Tant qu'on n'a pas cassé, on ne peut pas vendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre mars 2013 et mars d'aujourd'hui? On est passé de 7500 à 9500. D'accord?
on est passé de 7500 à 9500 sur le DAX. Et nous n'avons jamais eu de signal de retournement et pour le moment, nous n'avons rien eu. Et là, on voit le marché qui a baissé avec la crise en Crimée. Vous la voyez là, l'Ukraine, la Russie. Est-ce que les indicateurs techniques sont passés vendeurs? On est toujours acheteur. Et donc, nous, depuis la semaine dernière, on a acheté. Et bien évidemment, on n'est pas contre. Moi, je ne suis pas contre cette idée de retournement, mais je n'ai pas encore de signaux. Et c'est ça le plus important. C'est que tant qu'on n'a pas de signal de retournement, on ne peut pas vendre. Ou alors, dans une optique scalping, ce qu'on a fait. Là, on a vendu, mais c'était rapide. Vendu, vendu. Mais dans une optique day trading. D'accord? On ne conserve pas ses positions. On n'est pas dans une optique crack. On était dans une optique corrective. Les indicateurs techniques sont toujours parfaits. Il n'y a aucun signal de retournement. Et donc, tant qu'on n'a pas ce signal de retournement, on ne peut pas le vendre. Et donc là, encore une fois, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la convention, elle est évidente. Pour l'instant, le marché est majoritairement acheteur. La convention, elle est présente. Et donc, on peut évoquer toutes les crises du monde, toutes les guerres, tous les conflits, tout ce que vous voulez. Tant qu'on n'a pas cassé la zone de neutralité, je suis acheteur. Je pense que c'est clair. Si la semaine prochaine, ça casse la zone de neutralité, je serai vendeur. Point. C'est très simple, mais c'est super efficace. Premièrement, on élimine le bruit. Deuxièmement, on se focalise sur l'essentiel. Que font les marchés? Que me disent les cours? Et puis, troisièmement, on sait qu'à un certain moment, ça va probablement, c'est normal, il y a des cycles en bourse. Ça monte, ça baisse, mais pour l'instant, on ne peut pas parler de marché vendeur. On ne peut pas parler de crack. On ne peut pas dire que le marché va se retourner ou va s'effondrer. On est bien d'accord? Donc, pour l'instant, on est vraiment orienté à l'achat et c'est la meilleure des choses à faire. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Autre point important, et là, on va revenir sur un aspect pratique. Récemment, donc ici, on voit, c'est le 15 août 2013. Qu'est-ce qui a écrit? George Soros prend, et ça s'adresse au monsieur tout à l'heure qui me parlait du call, de vente call. George Soros, en août 2013, qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend un put géant sur le S&P. C'est-à-dire qu'il était vendeur S&P en août. D'accord? Août 2013. Je reviens sur août 2013. On est là en août 2013. On a eu une petite baisse et c'est reparti à la hausse. Alors probablement que ça a dû faire peur. Est-ce qu'il y avait une vente ici? Est-ce qu'on pouvait dire du marché qu'il était vendeur? Mais c'est méga intéressant, c'est-à-dire on a quand même l'un des investisseurs les plus connus, les plus suivis, un gourou, hein, qui nous dit je suis vendeur, je prends un put géant et que fait le marché? Il continue sa hausse. Donc on est bien d'accord que la convention elle est toujours à l'achat, que les opérateurs sont toujours là. Alors on va m'expliquer, oui mais les taux d'intérêt, le QE 1, 2, 3, ok, très bien. Mais pour nous, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le marché. Le marché est pour l'instant acheteur et il reste acheteur. Et là, on le voit, effectivement, le marché qui progresse fortement et là, par rapport à ce qui s'était passé. Donc, je prends cette phrase de Jesse Livermore, cette citation de Jesse Livermore qui, pour moi, est extrêmement importante. Anticipation is the killer. C'est-à-dire, le fait d'anticiper va vous tuer. Et donc, si vous anticipez trop, et le problème, il est là, c'est que depuis 3 ans, les gens anticipent le retournement. Et depuis 3 ans, le marché ne fait que monter. D'accord? Ça ne sert à rien d'anticiper. Le jour où le marché se retournera, on ne va pas le rater. Mais pour l'instant, il ne veut pas baisser. Donc, effectivement, on va rester orienté positivement. Et là, le point fort du RSI, on le voit, c'est qu'il nous permet d'établir une analyse neutre. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais au moins vous avez un garde-fou. Tant qu'on n'a pas cassé, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on n'a pas cassé, je suis orienté, j'ai un sens. C'est déjà très très important. Et ça vous évite de faire des bêtises. Et ça vous évite justement de suivre tous ces gourous qui depuis 4 ans nous disent ça va s'effondrer. Et le marché, bien évidemment, on a eu des hausses et des baisses, mais il ne s'est pas effondré. On n'a pas eu de crack, de véritable crack. Troisième conseil, important. Ne jamais paniquer, toujours garder son sang-froid. Donc ça, encore une fois, c'est la psychologie. On a ce que l'on appelle le biais momentum. Quand ça monte fortement, les gens veulent se positionner.
Ils achètent trop tard et puis le marché s'effondre. Quand ça baisse fortement, les gens veulent vendre, et puis effectivement ils vendent, et le marché explose à la hausse. Donc on a souvent ce phénomène psychologique. On voit un mouvement, on se dit mince, je l'ai raté, je veux rentrer dedans. Et donc sur les marchés, il faut toujours garder son sang-froid. Si vous avez raté un mouvement, bah, tant pis pour vous, il y en aura d'autres. Mais il vaut mieux ne pas se positionner au mauvais moment. Encore une fois, une opportunité, si vous n'avez pas réussi à la saisir, ça ne sert à rien de courir derrière. D'accord ? Il vaut mieux effectivement attendre le meilleur moment. Donc ici, je reviens rapidement sur l'école hein, et comment on a géré récemment. Alors, je bois un peu d'eau. Comment on a géré récemment cette volatilité sur le DAX? Alors, vous voyez, là, on est en décembre. Hein. On a en décembre, donc on a en novembre une baisse. Décembre, on a une forte hausse. On a une baisse, donc janvier, février. Puis une hausse, puis une forte baisse. Donc un marché qui est extrêmement volatile. Et donc là, l'idée, elle est très simple, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend? Et donc, on a lancé effectivement une sorte de formule, de stratégie de marché. Et il y a eu deux moments clés, et c'est extrêmement intéressant, qu'on a vécu ensemble avec les étudiants. Donc, premier épisode de panique, c'était début février 2014. Qu'est-ce qui se passe? Début de février 2014, on lit les journaux. Je vois que, là, vous voyez ici, c'est le 5 février. Tom DeMark, donc c'est quelqu'un qui a créé des indicateurs qui nous explique les 2-3 prochaines journées seront extrêmement critiques. Le marché peut cracher de 40%. Donc je commence, je me dis waouh, d'accord, déjà ça commence fort. Le marché va se cracher de 30-40%. OK. Ensuite, il vient et nous met le parallèle. Donc, j'ai un ami, collègue, plutôt confrère, plus précisément, qui en 2009 avait dit, voilà, le graphe du S&P ressemble à celui de 1929. Le marché va s'effondrer. En 2009, on sait que le marché a explosé à la hausse. Il ne s'est pas effondré. Et là, donc, il nous ressort, et donc je parle du sempiternel parallèle. À chaque fois qu'il y a un phénomène de panique, on va vous ressortir ce graphe. On va vous dire, regardez, ça ressemble à 1929. Ah bon? Moi, je pensais qu'on était en 2014. D'accord? On n'est plus en 1929. Hein, bonjour. Et donc, on me ressort ce graphe. Voilà, le marché va s'effondrer. Et voilà, j'ai envie de dire, nous sommes en 2014. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ici, c'est le 6 février. Vous voyez? Et il nous donne ce niveau sur un point bas. Juste après, le marché passe de 9000 à 9700. Il gagne 700 points. Le DAX, pile poil. Et là, Soros, au même moment, d'accord, là on est au 17 février, qu'est-ce qu'il fait? Il double un put sur le S&P. On parle même d'un short historique et le short est de 1,3 milliard de dollars. Il prend un pari baissier sur le DAX de 1,3 milliard de dollars. N'importe quelle personne sensée se dit, sauf qui peut. D'accord? Sauf qu'il peut, ça y est, c'est fini, hein, il faut même pas… Et puis là, je reviens sur des personnes qui ne sont pas George Soros, qui sont de simples étudiants, qui ont un niveau, et sur leur trade, et c'est très simple. Là, il y a David qui est présent. Qu'est-ce qu'il fait? Trade gagnant sur le DAX. On est ici dans cette situation, vous voyez, 9352. Et effectivement, vente 9390 et il achète. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a pas mal de signaux positifs, convergents et ça collait avec notre stratégie. Qu'est-ce que j'avais dit aux étudiants? Je leur avais dit, tout le monde est vendeur. Donc, si ça monte et si on a des signaux acheteurs, on achète. Pourquoi? Parce que tout le monde est short, tout le monde est vendeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand le marché va monter, tout le monde va essayer de se défaire de ses positions vendeuses et le marché va monter encore plus vite. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu cette situation, voilà, panique, Tom DeMark, George Soros, tout le monde dit c'est la cata, ça va s'effondrer. Et les marchés qui nous donnent des signaux positifs. Qu'est-ce qu'on fait? On suit les gourous ou on suit les marchés? Donc c'est très simple. Et vous voyez encore une fois l'indépendance. Et j'avais également fait l'analyse. Est-ce qu'on est bien d'accord tous? Vous avez vu le graphe du DAX? On ne peut pas dire qu'il est vendeur. Sur une base hebdomadaire, il est toujours acheteur. Toujours acheteur. Je vais peut-être changer d'avis dans 2 semaines, mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas Soros qui va m'impressionner, ni Tom DeMark,
Même Poutine, bon, Poutine m'impressionne un peu plus, mais, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit, que sur les marchés, il y a ces news qui vont nous faire peur, qui vont nous influencer. C'est ce sur quoi j'ai envie d'insister. Et qu'en gardant la tête froide, en ayant une vraie stratégie, ça nous évite de tomber dans le piège. Et que là, en ayant une vraie stratégie, là je reviens sur la stratégie de René, donc idem, il a acheté, vous voyez, 9538, 9546, donc c'était la période. Là, on est le 12 février, David, c'était le 11 février, donc c'était acheteur pour nous, d'accord? Alors que Soros nous disait, on pouvait avoir peur, on pouvait se dire, waouh, Soros, il nous dit. Donc, encore une fois, on a une stratégie, on a une analyse, on essaie d'être totalement indépendant, et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'était le premier épisode. Donc, on a une baisse, et puis tout le monde nous dit c'est la cata, et le marché, effectivement, qui explose à la hausse. Première jambe de hausse. Donc, je reviens dessus. C'est cette jambe de hausse, d'accord, qu'on a joué. Ensuite, deuxième épisode, la crise ukrainienne. On a Poutine qui, effectivement, a un discours assez musclé, qui dit, voilà, moi, je menace les États-Unis, personne n'a le droit de nous dire ce que l'on doit faire, c'est notre droit, etc., etc. Et effectivement, ça fait peur. On a même pensé à un certain moment à la Troisième Guerre mondiale. On en a même parlé. On a parlé de guerre froide, de situation de crise, etc. Et donc, bien évidemment, situation de panique sur les marchés, et on a un marché qui s'effondre. Qui s'effondre. Tous les étudiants ici sont vendeurs. Regardez les indicateurs techniques qui sont vendeurs. Donc, on est bien évidemment dans une optique intraday, sur du court terme. Donc, on était tous vendeurs au sein de l'école. Donc, le marché qui baisse, c'est parfait pour nous. Mais à un certain moment, vous voyez, on voit le marché qui est là, puis qui s'effondre, qui s'effondre, qui s'effondre, qui baisse sur 9000. À un certain moment, il va toucher les 8900. On a vécu cette situation ensemble avec les étudiants. Moi, je peux vous dire que j'ai eu peur à un certain moment. Je me suis dit, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Je me suis dit, c'est grave parce que ça a baissé, mais vraiment en un laps de temps très court, ça valait 9200. On est allé taper les 9000, 8900, donc 200. C'était impressionnant de le vivre en temps réel. C'était vraiment impressionnant. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de grave. Une bombe, parce que c'était vraiment flippant de vivre ça en temps réel. Donc là, on a bien évidemment pas mal d'étudiants qui shortent le marché. Gad qui fait un super trade sur le DAX, donc magnifique. On a Baki qui effectivement également nous fait super vente, donc il n'arrête pas de vendre le marché. François qui vient de la Réunion, qui également nous fait un super, donc pam pam comme dirait notre coach. Et donc non, il nous fait un super trade. Vous voyez ici, il vient, il prend ce point haut et il le short, excellent. Donc on est tous vendeurs. Mais, et c'est là la question, on voit le marché qui s'effondre. Et moi, je me dis, est-ce que ça va continuer? Est-ce que le crack, finalement, Soros, il avait peut-être raison? Je me suis posé la question. Je me suis dit, peut-être, finalement, ça y est, c'est foutu. Le marché va véritablement s'effondrer. C'est le moment que le marché a choisi pour baisser. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais une analyse froide avec les étudiants. Regardez, on est là. Et j'analyse le soir même. Je dis aux étudiants, OK, normalement, je débriefe leur trade, je reviens sur leur position, je leur dis, non, ce soir, on va faire de l'analyse. J'étudie avec eux le graphique et je leur dis, regardez, le DAX, on est là, on est autour de 9000. Et je leur dis, est-ce que les indicateurs… Donc, je pose la question, je leur dis, est-ce que les indicateurs sont vendeurs? Les étudiants me répondent non. Où est-ce qu'on se situe? On est sur un point bas. Est-ce que les moyennes mobiles se sont retournées? Est-ce qu'on peut dire que le marché est véritablement vendeur? Non. J'aurais dit, donc c'est une situation, bien évidemment, qui fait peur. Et c'était mes propos, hein. Ça fait peur, ce qui se passe. C'est inquiétant, mais tout peut arriver sur les marchés. On a nos niveaux clés. Si ça casse, donc les indicateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? On est bien d'accord qu'on va passer vendeur. Ça ne sent pas bon. Mais tant qu'on n'a pas cassé, on ne fait rien. Et si par contre, le marché se maintient et casse par le haut, c'est super. Ça veut dire qu'effectivement, on aura des opportunités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le 17 mars, durant le discours de Poutine, d'accord, on a de nombreux étudiants qui passent acheteurs durant cette période. Okay, et depuis, l'école, quasiment voilà, 100% des étudiants sont acheteurs. Depuis ses plus bas. Là, j'ai pris Luc, le trade de Luc. Vous voyez, on est dans cette période, 9162, achat, pardon, 9172, prend ses bénéfices
Et puis, effectivement, là, il est stoppé, plus 18 pips. On a un autre trade qui est intéressant de Mohamed. Idem, même moment. Regardez, là, c'est intéressant. Il prend le trade quasiment au même moment que Luc. Et ils font quasiment la même chose. Et il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est juste, il y a beaucoup de travail, mais également la compréhension de la psychologie. C'est-à-dire, pour nous, le marché n'était pas encore vendeur. On était sur un point bas sur une base hebdomadaire. On avait des niveaux clés. On avait une stratégie qui était solide, qui était de se dire, si 8900 est cassé, ça sent pas bon, ça peut s'effondrer. J'ai pas exclu ce scénario. Pourquoi? Parce que l'exclure, ça aurait été effectivement de ne pas faire son travail. Il faut faire son travail. Son travail, c'est quoi? C'est de se dire, qu'est-ce que je fais dans tel ou tel cas de figure? Qu'est-ce que je fais si le marché monte? Qu'est-ce que je fais si le marché baisse? Mais dans tous les cas, il faut capitaliser sur les situations et essayer d'optimiser ses prises de position. Et donc là, on a eu deux étudiants qui n'habitent pas au même endroit, qui ne sont pas au même endroit et qui ont pris le même trade au même moment. Et c'est encore une fois la preuve d'avoir et l'importance d'avoir effectivement une bonne stratégie. Et c'est là où je reviens sur la conclusion, c'est que même dans les moments extrêmes, et on en a vécu un, parce que moi je peux vous dire que je me suis dit, quand j'ai vu le DAX baisser, je me suis dit c'est grave. D'accord? À un certain moment, j'ai même cru au pire. Hein. Et même dans les moments extrêmes, il faut garder son sang-froid. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu là-bas à l'époque. Quand ils ont vu le marché s'effondrer, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a paniqué, hein? Et tout le monde a vendu sur les plus bas. Et c'est là où le marché s'est repris. Donc on a eu deux situations presque équivalentes. Première situation avec Tom DeMark, Soros qui nous disent le marché va s'effondrer, première baisse. On a un point bas, on a une situation de panique et puis le marché qui explose à la hausse. Deuxième situation, la Crimée, le marché baisse, panique et puis hausse. Et bien évidemment, on aura peut-être autre chose, mais c'est ce qui fait la beauté des marchés, c'est que ça ne s'arrête jamais.